Nous aimerions que Mike soit notre seul enfant, dit mon père pendant le dîner, tandis que tout le monde hochait la tête. J'ai juste souri et répondu, alors je vais faire en sorte que cela se produise. Cette simple phrase a mis en branle un plan en préparation depuis 6 mois. Ils pensaient que ma réussite était une ressource à épuiser, mais ils étaient sur le point d'apprendre que la fille discrète qu'ils ignoraient était la seule chose qui maintenait leur monde entier ensemble. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour voir la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'air lourd et à l'odeur d'antiquité de la salle à manger de mes parents me mettait toujours mal à l'aise. C'était la même pièce où j'avais présenté des bulletins scolaires remplis de A, pour n'être accueilli que par un « c'est bien, ma chérie », distrait, tandis que mon frère Mike était félicité pour avoir marqué un seul but à son match de foot. Ce soir, l'air était plus épais, plus lourd. J'étais assise à l'extrémité de la table, un fantôme au festin de ma propre famille. Je fonctionnais sur les vapeurs, me remettant d'un projet brutal de 3 mois qui avait failli m'envoyer à l'hôpital pour épuisement. En tant qu'architecte logiciel, je vivais dans un monde de logique, de code et de systèmes complexes. Et je venais de diriger une équipe pour lancer une plateforme qui faisait déjà les gros titres dans le monde de la technologie. J'étais fatigué, mes os me faisaient mal et j'étais émotionnellement fragile, espérant juste une soirée de connexion familiale simple et tranquille. Mon frère Mike tenait la cour. À 30 ans, il avait encore le charme juvénile qui avait toujours fait de lui le centre de leur univers. Il gesticulait sauvagement, décrivant sa dernière entreprise, une application qui promettait de révolutionner le secteur de la promenade de chiens. J'avais déjà entendu tout ça. Ses présentations étaient toujours grandioses, ses plans d'affaires minces comme du papier à cigarette. Et c'est ainsi, dit Mike, levant son verre de vin, que l'on construit un empire. Mon père, Richard, rayonnait. Sa fierté était si brillante qu'elle en était presque aveuglante. C'est mon garçon, un vrai bâtisseur d'empire, pas comme certaines personnes qui se contentent, vous savez, de rester assises derrière un ordinateur toute la journée. J'ai senti la piqûre sourde et familière. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère, Suzanne, qui regardait Mike avec des yeux adorateurs, complètement insensible à la pique. J'ai choisi de rester silencieuse, picorant le rôti de bœuf dans mon assiette. C'était moi qui avais non seulement payé le vin que Mike buvait, mais aussi le toit au-dessus de leur tête à tous. Cette maison, celle dans laquelle mon père agissait comme un seigneur de manoir, a été achetée par ma SARL. Les investissements dans la série d'empires ratés de Mike provenaient directement d'un fonds fiduciaire que j'avais créé et financé personnellement pour l'usage de la famille. Il savait que j'avais du succès, mais il préférait le présenter comme un bon petit travail, alors que Mike était le visionnaire. Il a juste cette étincelle, n'est-ce pas, renchérit ma mère. Tout ce qu'il touche, on a l'impression que c'est important. Richard rit, un son sonore et retentissant qui me hérissa les poils. Il se pencha en arrière sur sa chaise, se tapotant le ventre. C'est vrai. C'est le digne fils de son père. Il voit grand. Il baissa ensuite les yeux vers moi, au bout de la table, son regard dédaigneux. Elina, tu es bien silencieuse. Fatiguée de tout ce que tu tapes. Mike ricana. Doucement, papa. On ne peut pas tous être des visionnaires. J'ai senti une froideur s'installer en moi, un calme étrange et clarificateur. L'épuisement, les années passées à être négligées, le manque de respect décontracté constant, tout s'est réuni en un seul point de clarté aiguë et douloureuse. Richard se tourna ensuite vers la table, qui comprenait ma tante et mon oncle, qui acquiesçaient toujours. Vous savez, dit-il, sa voix pleine d'une fausse sincérité joviale, Suzanne et moi disions l'autre jour que nous aimerions que Mike soit notre seul enfant. Les mots sont restés en suspens dans l'air, aspirant tout l'oxygène de la pièce. Ma tante et mon oncle acquiescèrent comme si c'était l'affirmation la plus raisonnable au monde. Ma mère sourit, une expression douce et complice. Mike avait l'air satisfait, se gorgeant de l'affirmation. Personne ne me regardait. C'était comme si je n'étais même pas là, le fantôme au festin. Je les ai observés pendant un long moment. Je les ai vus pour ce qu'ils étaient exactement, pas comme la famille dont j'essayais désespérément de gagner l'amour, mais comme ils étaient réellement, mon père, un homme vivant dans une maison qu'il ne possédait pas, financé par une fille qu'il méprisait, mon frère, un parasite déguisé en enfant chéri, ma mère, une femme tellement attachée au récit familial qu'elle regarderait sa fille se faire exécuter émotionnellement à la table du dîner sans rien dire. J'ai posé ma serviette soigneusement sur la table.
La pièce s'est tue, remarquant enfin que j'avais bougé. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire triste. Ce n'était pas un sourire de colère. C'était le sourire calme et placide d'un administrateur système qui venait de localiser une erreur catastrophique dans le code. Alors je vais faire en sorte que cela se produise, dis-je, ma voix égale et légère. Mon père cligna des yeux, confus. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Je vais faire en sorte que cela se produise pour vous, papa, répétai-je en me levant. Je vais faire en sorte que Mike soit votre seul enfant. La confusion sur leur visage était palpable. Ils s'attendaient à des larmes, à une scène, à une retraite. Ils n'étaient pas préparés à un accord silencieux. Elina, ne fais pas de drame, dit ma mère, sentant enfin un changement dans la dynamique du pouvoir. Je n'en fais pas, dis-je en ramassant mon sac à main. Je ne fais qu'obtempérer. C'est une demande raisonnable. Je les ai regardés chacun leur tour, mon regard s'attardant juste une seconde. Merci pour le dîner. C'était très éclairant. Je suis sorti de la salle à manger, mais pas étant le seul bruit dans la maison. En ouvrant la porte d'entrée, j'ai entendu mon père crier, sa voix agacée, « Eh bien, qu'est-ce qui lui prend ?» J'ai refermé la porte derrière moi, le bruit sourd et solide donnant l'impression que c'était la dernière ligne de code en cours de compilation. En marchant vers ma voiture, l'air froid de la nuit ressemblait à un baptême. Le plan se formait déjà dans mon esprit, un algorithme complexe de désengagement. Ils avaient oublié qui j'étais. Ils avaient oublié que la personne qui s'assoit tranquillement derrière l'ordinateur est celle qui construit les systèmes, possède l'architecture et détient toutes les clés. La trahison était pire que n'importe quel épuisement que j'ai jamais connu, mais c'était aussi le remède. Je suis rentré chez moi en silence, le trajet de 20 minutes donnant l'impression d'un voyage à travers un continent nouvellement formé. Mon appartement, un espace propre et minimaliste que je possédais entièrement, ressemblait à un sanctuaire. C'était la seule partie de ma vie qu'ils n'avaient pas touchée, qu'ils n'avaient pas infiltrée avec leurs attentes et leurs demandes passives-agressives. Je me suis fait une tasse de thé, mes mains parfaitement stables. Il n'y avait ni larmes, ni tempête de rage. Au lieu de cela, j'ai ressenti un calme profond, presque troublant. Le problème avait été identifié. Maintenant, il était temps de concevoir la solution. Pendant les 2 jours suivants, mon téléphone est resté silencieux, pas d'appel de ma mère exigeant que je m'excuse pour ma sortie dramatique, pas de SMS de mon père me disant d'arrêter d'être sensible, pas de message prétentieux de Mike au sujet de sa prochaine idée brillante. Leur silence était leur réponse. Dans leur esprit, c'était moi qui m'étais mal comporté. C'était moi qui devais revenir en rampant, repentante, pour reprendre mon rôle de bienfaitrice silencieuse et de bouc émissaire désigné de la famille. Le 3e jour, le téléphone a enfin sonné. C'était ma mère. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de décrocher. « Elina, dit-elle, sa voix coupante, pas de bonjour, pas de « comment vas-tu » ? « Salut, maman, dis-je, mon ton neutre. » Il y eut un soupir, lourd et affecté. « Elina, ton père est très contrarié. Tu l'as vraiment embarrassé devant ta tante et ton oncle. Tu sais comment il est. » « Je sais exactement comment il est, dis-je en buvant mon thé. »« Eh bien, tu ne peux pas simplement dire des choses comme ça. »« Tu sais qu'il ne le pensait pas, il l'a dit, répondis-je, et tout le monde a acquiescé. »« Tu as acquiescé. »« Maman, balbutia-t-elle, un bruit d'indignation. J'essayais juste de maintenir la paix. Tu sais, Mike est dans une situation délicate avec sa nouvelle entreprise, et ton père est si fier. Tu aurais pu simplement laisser tomber. J'ai laissé tomber, dis-je. J'ai tout laissé tomber. Bien, dit-elle, manquant complètement le sens. Elle s'éclaircit la gorge, et je savais instinctivement que la véritable raison de son appel allait faire surface. Les amabilités étaient terminées. Écoute, ma chérie, commença-t-elle, sa voix passant à ce ton mielleux que j'en étais venu à mépriser. Je regardais juste le calendrier, et le loyer de Mike pour son espace de bureau est dû à la fin de la semaine. Tu n'as pas, tu sais, viré les fonds pour le compte familial, n'est-ce pas? J'ai regardé le mur. Le compte familial était la fiducie que j'avais créée, celle que je finançais avec un généreux dépôt à 6 chiffres chaque trimestre. Ils payaient l'hypothèque de leur maison, la maison que ma SARL possédait, bien qu'ils l'oublient commodément, ils payaient leur voiture, ils payaient l'appartement de Mike et ils payaient le bail commercial de n'importe quel siège social qu'ils prétendaient diriger. Je sais, dis-je. Eh bien, vas-tu le faire, demanda-t-elle, une nouvelle pointe de panique dans sa voix.
Il en a besoin, Elina. Cette nouvelle entreprise. Ça pourrait être la bonne. Je ne suis pas sûr, dis-je. Qu'est-ce que tu veux dire par tu n'es pas sûr? Sa voix montait, perdant sa façade douce et maternelle et révélant l'anxiété aiguë et avide en dessous. C'est l'argent de la famille. Tu ne peux pas simplement ne pas le payer. Ce n'est pas l'argent de la famille, maman. C'est mon argent, dis-je, les mots atterrissant avec le poids simple et indéniable de la vérité. C'est l'argent que je gagne grâce au travail de frappe que papa trouve si peu impressionnant. Elina, ce n'est pas le moment pour ta petite rébellion, siffla-t-elle. Ton frère compte là-dessus. Tu ne peux pas simplement lui couper l'herbe sous le pied. À nous tous. Ton père, il ne le tolérera pas, il n'a pas à le faire, dis-je. Il n'aura même pas à se tenir debout. La maison dans laquelle il se tient debout est payée par moi. Le sol sous ses pieds m'appartient. Il y eut une forte inspiration. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi, je l'ai coupé. Non, après tout ce que j'ai fait pour vous, et j'en ai fini. Tu vas le regretter, hurla-t-elle. Tu reviendras en rampant, et nous, je ne le ferai pas, dis-je, et j'ai raccroché le téléphone. Je suis resté assise là pendant que l'adrénaline commençait à s'estomper, remplacée par ce même calme froid et clair. C'était le premier test, et je l'avais réussi. Il ne me voyait pas comme une fille. Il me voyait comme une ressource, un guichet automatique non coopératif. Ma mère n'avait pas appelé pour s'excuser pour la remarque la plus blessante de ma vie. Elle avait appelé parce qu'un paiement était en retard. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran illuminant mon visage dans la pièce sombre. Mes doigts ont volé sur le clavier, se connectant à mes portails juridiques et financiers sécurisés. L'architecture que j'avais construite était complexe, avec des pare-feux et des redondances conçues pour protéger mes actifs. Je l'avais construite il y a des années, non pas parce que j'avais prévu ce scénario exact, mais parce que mon esprit d'architecte exigeait l'ordre et la sécurité. Il pensait que j'étais juste une fille émotionnelle qui piquait une crise. Il pensait pouvoir me faire pression, m'intimider et me faire honte pour me remettre dans le rang. Il croyait détenir tout le pouvoir de la famille, de la culpabilité, de l'autorité parentale. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié qu'au XXIe siècle, la personne qui écrit le code, possède les serveurs et contrôle les données n'a pas seulement une place à table. Elle possède la table, et la maison dans laquelle elle se trouve. Le récit de ma famille à mon sujet était simple et, à leurs yeux, pratique. Elina était la plus stable, la plus pragmatique. J'étais le rouage ennuyeux et silencieux qui faisait tourner la machine excitante. La machine, bien sûr, était mon frère Mike. Cette dynamique s'était consolidée quand j'avais 19 ans. J'étais en 2e année d'université, noyé dans la théorie informatique avancée. Tandis que Mike, alors âgé de 16 ans, était le héros du football au lycée, je passais mes nuits à coder. J'ai créé une application, un algorithme de tri de données de niche mais incroyablement efficace pour les entreprises de logistique. Je l'ai vendu à une entreprise d'expédition de niveau intermédiaire pour une somme qui, pour mes 19 ans, me semblait être tout l'argent du monde. C'était une somme qui changeait la vie. Mon premier acte n'a pas été d'acheter une voiture de sport ou un appartement somptueux. Il a été d'acheter une maison à mes parents. Ils louaient une maison à l'étroit et délabrée, et mon père, Richard, se plaignait toujours de sa malchance sur le marché du travail. Il était consultant aussi loin que je me souvienne, un titre vague qui semblait impliquer beaucoup de golf et très peu de clients. J'ai vu la vente comme un moyen de leur donner enfin la sécurité, de finalement gagner cette fierté profonde et retentissante que j'avais toujours désirée. J'ai créé une SARL et j'ai acheté une belle maison de 4 chambres dans un quartier agréable. Je la leur ai présentée, et ils ont été, pendant un certain temps, extatiques, mais le récit a rapidement changé. Ce n'était pas « Alina nous a acheté une maison ». C'est devenu « nous avons enfin la maison que nous méritions ». Ma contribution a été déclassée en coup de pouce. Alors que ma carrière décollait, passant de codeuse à développeuse senior à architecte dans une entreprise de premier plan, mes revenus ont augmenté de façon exponentielle. J'ai créé la fiducie famille et entreprise, comme je l'ai charitablement nommée. C'était le compte que je finançais, celui qui payait les impôts fonciers et les services publics de leur maison, leur location de voitures, leurs cotisations à des clubs et, surtout, c'est devenu le puissant fonds duquel Mike tirait son capital de démarrage. Mon père était l'architecte de cette mythologie familiale. Richard était un homme qui dégageait un air d'autorité d'antan,
avec des chaussures bien cirées et des poignées de main fermes. Il parlait beaucoup de l'héritage et de la construction de quelque chose, mais il n'avait jamais, à ma connaissance, rien construit du tout. Il considérait ma réussite non pas comme la mienne, mais comme une ressource qui appartenait à la famille, à distribuer par lui, le patriarche. Il s'asseyait en bout de table, ma table, dans ma maison, et pontifiait. Le travail d'Elena est bien, disait-il à des amis. De bons avantages sociaux, stables, mais Mike est celui qui a la vision. C'est lui qui va mettre le nom de la famille sur la carte. Mon travail de frappe était une source d'amusement privé pour lui, quelque chose de ringard et d'insignifiant. Il ne comprenait pas ce que je faisais et il n'avait aucun intérêt à l'apprendre. J'aurais pu lui dire que le travail de frappe que je faisais alimentait actuellement tout le back-end de l'une des plus grandes plateformes de commerce électronique du pays, mais il n'aurait pas compris. Il était plus facile de me voir comme la fille dévouée avec un travail bien rémunéré et peu glamour. Mike, en revanche, était tout en éclair. Ses entreprises étaient toujours Tapa accent Graveleuil, une boîte d'abonnement pour du jerky artisanal, un service de nettoyage de baskets sur mesure, et maintenant l'application de promenade de chiens. Elles avaient toutes une chose en commun, elles étaient terriblement gérées et hémorragiques en argent, mon argent. La dynamique était la suivante, Mike avait une idée, mon père la déclarait géniale, et je recevais un appel de ma mère au sujet de l'investissement dans l'avenir de Mike. Mes tentatives pour introduire des plans d'affaires, pour demander des paramètres ou des projections, étaient accueillies avec offense. Elina, c'est la famille, disait mon père, sa voix pleine de déception. Nous ne traitons pas la famille comme une banque. Il s'agit de croire. Mais c'est exactement ce qu'il me traitait, une banque. Une banque invisible, insensible et infiniment rechargeable. Ma mère, Suzanne, était l'exécutrice émotionnelle. C'était elle qui m'appelait en pleurant pour me dire à quel point mon père était stressé, ou comment Mike était sur le point de percer, s'il avait juste un peu plus de capital. Elle maniait la culpabilité comme un scalpel de chirurgien, avec précision et dévastation. Cet écosystème entier, ce château de cartes construit sur mon travail et leurs droits, était ce à quoi je devais faire face. Ils ne m'avaient pas seulement insulté, ils avaient fondamentalement mal compris la dynamique du pouvoir des 15 dernières années. Ils me voyaient comme un personnage secondaire dans le spectacle de Mike. Ils avaient oublié que j'étais la productrice exécutive, la scénariste et tout le studio. Et j'annulais le spectacle. Mon appel à ma mère était le premier domino. Il était maintenant temps de pousser le suivant. La rage que je m'attendais à ressentir avait été remplacée par une résolution calme et concentrée. Ce n'était pas une explosion émotionnelle, c'était une mise hors service du système. Le lendemain matin de l'appel avec ma mère, le brouillard de l'épuisement et du choc émotionnel s'est finalement dissipé. Il a été remplacé par le bourdonnement électrique familier d'un problème qui devait être résolu. Je n'étais plus une fille blessée, j'étais une architecte. Et le système que j'analysais était ma propre vie. Il avait des vulnérabilités critiques qui avaient été exploitées pendant des années. Il était temps d'appliquer un correctif. Mon premier appel a été à Ben Carter, mon avocat. Ben était un avocat d'affaires pointu et pragmatique qui m'avait aidé à structurer ma SARL et le fonds fiduciaire il y a des années. Il avait à l'époque sourcillé face à la nature unilatérale de la fiducie. Ben, c'est Elina, dis-je en faisant les 100 pas dans mon salon. Elina, j'ai vu les indicateurs de lancement de ta nouvelle plateforme. Félicitations. Tu vas rendre beaucoup de gens très riches. Merci, Ben. Je dois te parler d'un autre système, la fiducie familiale et commerciale. Il y eut une pause. Quelle est la crise? Les bénéficiaires ont commencé à confondre l'administrateur avec les actifs, dis-je. Il est temps de procéder à un audit de sécurité complet et à un arrêt contrôlé. Ben laissa échapper un sifflement sourd. Compris. Où commençons-nous? Nous commençons par les actifs en premier. La maison sur Willow Creek. Celle que ta SARL possède et dans laquelle tes parents résident, confirma-t-il. C'est celle-là. Je veux entamer la procédure d'expulsion officielle. Donne-leur le minimum légal, 60 jours. C'est agressif, Elina, tu es sûre? Ils viennent de m'informer qu'ils aimeraient que je n'existe pas. Je suis sûr. Très bien, dit Ben, sa voix entièrement axée sur les affaires. Je ferai rédiger l'avis et le ferai livrer par coursier d'ici la fin de la journée. Quelle est la prochaine étape? La fiducie. Je suis la seule fiduciaire et la seule contributrice, c'est bien ça? Correct.
Tu as l'autorité absolue pour la dissoudre, la geler ou y mettre le feu et la jeter dans une benne à ordures. Pour l'instant, il suffit de la geler, dis-je. Geler tous les comptes. Plus de paiements, plus de transferts. Je veux bloquer le prélèvement automatique pour les locations de voitures et, plus précisément, le bail commercial du Doggy Dash de Mike ou quoi que ce soit de ce genre cette semaine. Fait, dit Ben. Cela m'amène au troisième point, les entreprises de Mike. Tu as investi, et j'utilise ce terme avec légèreté, une somme importante de capital au fil des ans. C'est mon enquête, dis-je. Je veux que tu commandes un audit forensique complet de chaque dollar que j'ai investi dans les 3 dernières entreprises de Mike. J'ai les actes de constitution. Il a fait de moi une commanditaire silencieuse dans chacune d'elles, bien que je n'ai jamais vu un sou de rendement. Je connais la personne qu'il faut, dit Ben. C'est un requin. Elle trouvera tout. Quel est le but ultime, Elina? As-tu l'intention de le poursuivre en justice? Le but ultime est le levier, dis-je. Le piège intelligent n'est pas seulement que je possède tout. C'est que j'ai les reçus pour tout ce qu'ils ont gaspillé. Je ne me contente pas de reprendre ma propriété. Je reprends mon pouvoir. Le reste de la semaine a été un flou d'exécution. L'avis d'expulsion a été livré. La fiducie a été gelée. L'auditrice a commencé son travail. Le silence de ma famille était assourdissant. C'était le silence de l'incrédulité, de personnes qui ont appuyé sur un bouton toute leur vie, et pour la première fois, cela n'a pas fonctionné. Ils étaient probablement blottis ensemble, confus, en colère et, j'en étais toujours sûr, me reprochant de réagir de manière excessive. Le tournant est venu exactement 4 jours plus tard. Mon téléphone s'est allumé avec un nom que je n'avais pas vu depuis une semaine, Mike. Je l'ai laissé sonner, puis j'ai répondu, en le mettant sur haut-parleur. « Elina, qu'est-ce qui se passe » cria-t-il. Pas de bonjour, juste de la panique pure et non filtrée. « Bonjour, Mike. À quoi fais-tu spécifiquement référence » ? Mon bureau, cria-t-il. Le paiement du bail, il a été rejeté. Il menace de m'enfermer dehors, et ma carte d'entreprise a été refusée. Qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai rien fait, Mike, dis-je calmement. Ou plutôt, j'ai arrêté de faire quelque chose. J'ai arrêté de financer la fiducie. Quoi ? Tu ne peux pas faire ça. C'est notre argent, dit papa. Papa a tort, interrompis-je. C'est mon argent, et je n'investis plus dans tes entreprises. Mes entreprises. Sa voix était incrédule. C'est ma vie. Tu me ruines. Tu es juste jalouse. C'est ce que c'est. Tu as toujours été jalouse de moi et de papa. J'ai failli rire. Jalouse ? Mike, je finance toute ta vie depuis une décennie. La seule chose dont je suis jalouse, c'est ton audace profonde et astronomique. Tu ne peux pas faire ça, balbutia-t-il. Je vais te poursuivre en justice. Nous allons t'emmener au tribunal. Papa parle déjà à un avocat. Vraiment, dis-je. C'est intéressant. Je parle aussi à mon avocat. Et tu devrais probablement vérifier la signature sur ce bail commercial qui t'inquiète tant, Mike. Ce n'est pas la tienne. C'est la mienne. Ma SARL est le titulaire du bail, et le bail expire justement dans 30 jours. J'ai déjà donné à l'administrateur immobilier notre avis de non-renouvellement. Donc, tu n'es pas seulement en retard de loyer, Mike. Tu es dehors. Il y eut un son étranglé à l'autre bout du fil. J'ai entendu des tâtonnements, puis la voix de mon père, tonitruante et furieuse, s'est fait entendre. Elina, tu arrêtes ça tout de suite. Tu arrêtes cette folie. Ce n'est pas de la folie, papa. C'est une simple conséquence. Tu vas réactiver ce compte. Tu vas payer le bail de ton frère. Tu ne vas pas jeter ta famille à la rue. Je ne serai pas humilié par ma propre fille. L'humiliation est un choix de mots intéressant, ai-je dit, ma voix aussi froide que l'acier. Tu semblais très bien avec l'idée de m'humilier au dîner la semaine dernière. Tu aurais souhaité que je ne sois pas ton enfant. Tu obtiens ton vœu avec toutes les conséquences financières et juridiques que cela implique. Nous te combattrons, rugit-il. Nous nous reverrons au tribunal. Tu ne peux pas tout prendre comme ça. Voici le problème, papa, ai-je dit en me dirigeant vers ma fenêtre et en regardant la ville.
Tu ne peux pas prendre ce qui ne t'a jamais appartenu. Vous allez tous apprendre une leçon très difficile et très coûteuse sur la propriété élémentaire. J'ai raccroché le téléphone. La guerre avait commencé, mais j'étais la seule à avoir une armée. La première salve avait été tirée. La menace de poursuite judiciaire de mon père était risible. Ben l'a confirmé dans un bref email presque comique. La LLC et la fiducie étaient inébranlables. J'étais la seule dirigeante, la seule administratrice, la seule bénéficiaire. Ils n'avaient aucune qualité pour agir en justice. En termes juridiques, ils étaient des locataires dans une maison et des bénéficiaires d'une fiducie privée discrétionnaire que j'avais, à ma discrétion, choisi de cesser de financer. Leur panique, cependant, ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé. Cette fois, il n'y avait pas de faux semblants, pas de fausse politesse. Elle pleurait de vrais sanglots hystériques. « Elina, s'il te plaît, pleura-t-elle. Ils reprennent les voitures. La banque a réclamé le paiement du bail. Ça fait 3 semaines. Ton père, il est dans un état pitoyable, Elina. Il n'arrive même plus à sortir de la maison. Il devra de toute façon quitter la maison dans environ 50 jours, maman, ai-je dit, ma voix plate. J'en avais assez de la manipulation émotionnelle. L'avis d'expulsion, a-t-elle chuchoté, comme si le fait de le dire à voix haute le rendait réel. Nous pensions que c'était une blague, Elina. Une blague cruelle, cruelle. Tu n'allais pas vraiment chasser tes propres parents. Toi et papa semblaient avoir une idée très claire de ce qu'un enfant doit ou ne doit pas faire, ai-je dit. Je ne fais que suivre votre nouveau modèle familial. Mike est votre seul enfant. Je ne suis qu'une ancienne associée. Comment peux-tu être aussi froide, s'écria-t-elle. Nous sommes ta famille. Vous étiez ma famille quand vous avez tous acquiescé lorsque papa a souhaité que je n'existe pas. Étiez-vous ma famille quand vous m'avez appelé, non pas pour voir si j'allais bien, mais pour exiger que je paie le bureau de Mike? Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, maman. Vous ne pouvez pas me traiter comme une étrangère, comme un distributeur automatique de billets, puis faire appel à moi comme une fille. Ça ne marche pas. La logique est erronée. J'ai entendu mon père saisir le téléphone. Tu te crois si intelligente avec ta logique, hurla-t-il. Tu as toujours été une fille froide et insensible, comme une machine. Tu n'as pas de cœur, Elina. Une machine, ai-je dit. Tu as raison. J'en suis une. Je suis la machine que vous avez tous construite. Je suis la machine qui a travaillé 80 heures par semaine pour financer votre style de vie. Je suis la machine qui a traité vos insultes et votre ingratitude et qui a quand même craché de l'argent. Mais cette machine est hors ligne définitivement. J'ai raccroché. Je savais que c'était loin d'être fini. Ils étaient blessés, acculés, pire que tout, profondément humiliés. L'identité entière de mon père était basée sur le fait d'être le patriarche qui réussit. Je n'avais pas seulement coupé ses fonds. J'avais coupé son sens de soi. La prochaine confrontation a eu lieu une semaine plus tard. Le rapport préliminaire de l'auditeur était arrivé, et il était dévastateur. Ben avait organisé une réunion à son bureau. J'ai fortement demandé que Mike soit présent. J'avais le sentiment qu'il ne viendrait pas. Alors, je lui ai envoyé un petit message texte séduisant, « Si tu veux discuter d'une éventuelle indemnité de départ, sois au bureau de mon avocat demain à 10 heures. » Il était là 5 minutes en avance, portant un costume que j'avais probablement payé. Il avait l'air mince, stressé et en colère. « Ok, Elina ?» a-t-il dit alors que j'entrais dans la salle de conférence. Ben était assis en bout de table. « C'est ridicule. Tu as fait valoir ton point de vue. Tu nous ruines. Qu'est-ce que tu veux? Je veux passer en revue ton indemnité de départ, ai-je dit en m'asseyant en face de lui. Ben, la parole est à toi. Ben a ouvert un dossier. Monsieur nom de famille, a-t-il dit, nous avons mené un audit préliminaire des 3 dernières entités que vous avez fondées, en commençant par Artisan Jerky Co. Mike pâlit. Quel audit? Mon audit, ai-je dit. En tant qu'investisseur principal et partenaire commanditaire à 50% dans les 3 entreprises, j'y ai droit. Ben fit glisser une feuille de résumé sur la table. Ce que nous avons trouvé, Mike, n'est pas seulement une série d'entreprises qui ont échoué.
Ce que nous avons trouvé est un modèle cohérent et pluriannuel qui ressemble beaucoup à de la fraude électronique à mon œil professionnel. La mâchoire de Mike se décrocha. Fraude? Qu'est-ce que tu? C'est de la diffamation. Est-ce le cas? Dit Ben, sa voix douce et soyeuse. Regardons Mike's Doggy Dash. Vous avez soumis un rapport d'investisseur à Alina Well, à son bureau familial, demandant 80 000 $ pour le développement d'applications et la mise à l'échelle des serveurs, mais notre auditeur a constaté que l'application était un modèle à 500 $ que vous avez acheté en ligne. La mise à l'échelle des serveurs était un plan d'hébergement web à 50 $ par mois. Les 74 500 $ restants. Il a tapé sur une deuxième feuille. Nous avons trouvé des reçus pour un bail de voiture de luxe, des vacances à Aruba et 3 montres de créateur. Mike avait l'air d'être sur le point de vomir. Il m'a regardé, ses yeux grands ouverts de panique. Elina, C'était des dépenses de démarrage. Construire la marque. Construire la marque, ai-je répété, ma voix calme. Tu m'as volé, Mike. Tu n'as pas seulement échoué. Tu m'as volé activement et délibérément. Tu as volé ta propre sœur qui s'épuisait pour que tu puisses aller à Aruba. Balbutia-t-il, sa bravade complètement disparue, remplacée par l'enfant terrifié qu'il avait toujours été. Papa. Papa a dit que c'était bon. Il a dit que l'argent était juste là. Il a dit que tu ne t'en rendrais même pas compte. C'était juste de l'argent de famille. Voilà encore, ai-je dit, l'argent de la famille. Je me suis penché en avant. Il n'y a pas d'argent de la famille, Mike. Il n'y a que mon argent, et tu as commis de multiples crimes avec. Il a commencé à s'effondrer, son visage se désagrégeant. Elina, s'il te plaît. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'envoyer en prison. S'il te plaît, je vais te rembourser. Je ferai n'importe quoi. Voilà ton indemnité de départ, Mike, ai-je dit en me levant. Mon silence. Je ne vais pas porter plainte. Je ne vais pas te poursuivre pour le demi-million de dollars que tu m'as volé au cours des 10 dernières années. Mon cadeau pour toi est mon absence. Je m'en vais et j'emporte mes maisons, mes voitures et mon argent avec moi. Tu es libre, Mike. Libre d'aller chercher un vrai travail et de construire une vraie vie sans que je sois là pour te la gâcher. Je me suis tourné vers Ben. Ben, si tu veux donner à mon frère le rapport d'audit complet, je suis sûr que lui et l'avocat de papa trouveront ça passionnant à lire. Je suis sorti de la pièce, le laissant sangloter à la table de conférence. La première confrontation majeure était terminée. Je n'avais pas seulement brisé sa perception. J'avais brisé toute l'illusion sur laquelle sa vie était construite. L'enfant chéri était, en fait, un voleur ordinaire. Et maintenant, il savait que je le savais. La révélation de l'audit a envoyé une onde de choc à travers la famille. Mike, dans sa terreur, a dû tout avouer à nos parents. La dynamique a changé instantanément. Les appels téléphoniques colériques et indignés ont cessé. Ils ont été remplacés par une nouvelle tactique plus désespérée, une campagne de dénigrement en règle. Mon père, Richard, est passé en mode overdrive. Il a commencé à appeler la famille élargie, me dépeignant comme un monstre froid et vindicatif. J'ai eu des nouvelles de ma tante, la même qui avait acquiescé à la table du dîner, qui m'a appelé pour me dire qu'elle était profondément déçue de moi. Ton père est un homme fier, Elina, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de jugement, et tu lui as tout pris. Il est brisé. Et ton frère, c'est un bon garçon. Il a juste fait quelques erreurs. La famille est censée pardonner. La famille n'est pas non plus censée souhaiter qu'un de ses membres n'existe pas, tante Carole, ai-je rétorqué. Et erreur est un mot très généreux pour désigner le grand larcin. Tu étais au dîner. Tu as acquiescé. Donc, avec tout le respect que je te dois, ton opinion sur la dynamique de ma famille n'est pas quelque chose que j'apprécie. J'ai raccroché. Mais leur désespoir augmentait. Ma mère, Suzanne, était toujours en difficulté, prise entre son mari serpent et son fils escroc. C'était elle qui était encore dans la maison avec Richard, écoutant ses colères, regardant leur monde se dissoudre. Elle a essayé une approche différente. Elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvée debout dans le couloir, plus petite et plus âgée que je ne l'avais jamais vue. Elina, dit-elle, sa voix tremblant. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Parlons juste. Parlons juste.
J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle est entrée dans mon appartement propre et calme et a regardé autour d'elle comme si elle le voyait pour la première fois. C'est très agréable, dit-elle. Qu'est-ce que tu veux, maman? Elle s'assit sur le bord de mon canapé. Ton père, il n'est pas lui-même. Il parle de la façon dont sa vie est finie. Il dit des choses terribles. Ça le détruit. Elina, il a détruit ça, ai-je dit, restant debout. Il a construit toute cette famille sur un mensonge, que Mike était l'avenir et que j'étais l'utilité. Il a enseigné à Mike que mon travail, mon argent était à lui. Il l'a célébré. La seule chose qui a changé, c'est que je ne paie plus pour le mensonge. Mais ce n'est pas un mensonge, a-t-elle insisté, son déni toujours puissant. Mike, il est juste. Il n'est pas bon avec les détails. Il a les idées. Il a la vision. Tu étais censé être le soutien. Je n'étais pas un soutien, maman. J'étais la source, et la source est à sec. S'il te plaît, Elina, implora-t-elle, les larmes venant maintenant. Juste la maison. Laissez-nous garder la maison. Nous allons payer un loyer. Ton père peut. Il peut trouver un vrai travail. Les mots payer un loyer et vrai travail sonnaient si étranges, si absurdes venant de sa bouche que j'ai failli rire. Il a 61 ans, maman, et la maison vaut plus d'1 million de dollars. L'hypothèque, que je paie, est de 5 000 dollars par mois. Les impôts sont de 2 autres. Peut-il trouver un emploi qui lui permettra de supporter cela? Elle s'est effondrée. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas d'argent. Les comptes, ils sont tous vides. Tu nous as laissés sans rien. Je vous ai laissé exactement ce que vous aviez avant que je commence ma carrière, ai-je corrigé. Vous êtes dans la même position que si j'avais, comme le souhaitait papa, jamais existé. C'est la réalité que vous avez demandé. Tu es un monstre, a-t-elle chuchoté, les larmes s'arrêtant, remplacées par une haine froide. Un monstre froid et insensible. Tu n'es pas ma fille. C'est la 2e fois que ma filiation est révoquée en un mois, ai-je dit en ouvrant la porte. Je pense avoir enfin compris le message. Au revoir, maman. Elle est sortie en trombe, et alors que je fermais la porte, je savais que la confrontation finale approchait. Ils avaient essayé la colère. Ils avaient essayé la culpabilité. Ils avaient essayé la honte. Ils avaient échoué. La dernière pièce du dossier est arrivée 2 jours plus tard, le rapport d'audit complet et relié. C'était pire que je ne le pensais. Mike ne s'était pas contenté de voler. Il avait, à 2 reprises, falsifié ma signature numérique sur des demandes de prêt, utilisant mon nom et mes biens comme garantie. Il avait commis un vol d'identité. Ben était clair. Ce n'est plus une querelle familiale, Elina. Il s'agit d'un crime de niveau criminel qui dure depuis plusieurs années. Votre frère pourrait aller en prison pendant très longtemps. J'ai tenu le rapport dans mes mains. C'était ça. C'était la preuve irréfutable. C'était la clé qui l'enfermerait ou qui débloquerait peut-être une vérité finale et dévastatrice. Ma famille était toujours dans le déni, essayant toujours de me dépeindre comme la méchante. Ils avaient besoin de voir. Ils avaient besoin de comprendre. Ils m'avaient poussé de victime à stratège. Maintenant, ils me poussaient de stratège à bourreau. La seule question était de savoir quelle forme prendrait cette exécution. L'épreuve de force finale a été fixée, non pas par moi, mais par mon père. À l'approche de la date d'expulsion, dans moins de 2 semaines, il a fait une dernière tentative désespérée et pathétique. Il a convoqué une réunion de famille, un terme qui, dans notre famille, signifiait un tribunal. Il a convoqué la famille élargie, tante Carole, oncle David et quelques autres, à la maison de Willow Creek. C'était une humiliation publique, conçue pour me coincer, pour utiliser tout le poids du jugement familial afin de me forcer à capituler. Il m'a envoyé un texto, nous nous réunissons tous à la maison dimanche à 15h. Sois là. Il est temps d'en finir. J'ai répondu avec un seul mot, d'accord. Je suis arrivé à 15h pile. Je n'étais pas la femme fragile et épuisée qui avait quitté cette maison il y a 6 mois. J'étais lucide, reposé et armé. Je portais un blazer impeccable et bien taillé, et je portais une mallette. À l'intérieur se trouvait le rapport d'audit relié et une copie de l'ordonnance d'expulsion. Je suis entré dans le salon.
C'était la même pièce où ils avaient tous acquiescé. Mon père était assis dans son fauteuil à dossier haut comme un roi tenant une cour en faillite. Ma mère était à côté de lui, les yeux rouges et tremblants. Mike était là, debout près de la cheminée, l'air creux. Tante Carole et oncle David étaient assis sur le canapé, leurs visages figés dans des lignes sombres et accusatrices. Elina, a commencé mon père, sa voix tentant un ton d'autorité magnanime et blessé. Merci d'être venu. Nous sommes tous ici en famille parce que nous sommes profondément inquiets pour toi. J'ai failli sourire. Inquiet pour moi? Cette campagne contre nous, il a fait un geste vague, cette cruauté, ce n'est pas toi, Elina. Tu as laissé ton succès t'empoisonner. Tu jettes ta propre famille à la rue. Ta mère et moi, nous n'avons nulle part où aller. Ton frère, tu l'as ruiné. C'est un bon garçon, a murmuré tante Carole. Tous les garçons font des erreurs. Je me suis tenu au centre de la pièce, les laissant tous avoir leur mot à dire. J'ai laissé le poids de leur jugement remplir l'espace. Avez-vous fini, ai-je demandé, ma voix tranchant le lourd silence. Mon père, décontenancé, s'est contenté de me regarder fixement. Bien. J'ai posé ma mallette sur la table basse et je l'ai ouverte en cliquant. Réglons quelques-unes de vos préoccupations. Tout d'abord, ce n'est pas une campagne. C'est un désengagement juridique. Vous appelez ça de la cruauté. J'appelle ça une conséquence. Vous avez souhaité que je ne sois pas votre enfant. Je vous ai fait plaisir. Vous êtes maintenant simplement des personnes que je connaissais. Je me suis tourné vers ma tante et mon oncle. Et vous, ai-je dit, ma voix vive, tante Carole, oncle David, j'ai été empoisonné. J'ai été empoisonné pendant 34 ans par une famille qui m'a appris que ma seule valeur était ce que je pouvais fournir. J'ai été empoisonné par la conviction que si je travaillais plus dur, si je donnais plus, je serais enfin assez. Mais je n'ai jamais été assez. J'étais juste utile. J'ai regardé Mike. Toi, ai-je dit, tu n'es pas un bon garçon qui a fait des erreurs. Tu es un homme de 30 ans qui a commis une fraude. J'ai pris le rapport d'audit dans ma mallette et je l'ai jeté sur la table. Il a atterri avec un bruit sourd et définitif. Qu'est-ce que c'est que ça, a demandé mon père. Ça, ai-je dit, c'est un audit judiciaire complet des 10 dernières années d'investissement dans Mike. C'est la preuve d'une fraude électronique. C'est la preuve d'un grand larcin. C'est la preuve, et ma voix a baissé. Du vol d'identité et de la contrefaçon. C'est la preuve que votre enfant chéri n'a pas seulement fait des erreurs. C'est un criminel. Il a falsifié ma signature sur des demandes de prêt. Il a utilisé mes biens pour obtenir des fonds pour des voyages à Aruba et des voitures de luxe, tout en me disant que son entreprise était en faillite. Tante Carole a haleté. Le visage de mon père est passé du rouge au blanc maladif et tacheté. Mike s'est contenté de regarder le rapport comme si c'était une bombe. Tu mens, a balbutié mon père, mais sa voix n'avait aucune conviction. Est-ce le cas? Je me suis tourné vers Mike. Vas-y, Mike. Dis-leur. Dis-leur que c'est un mensonge. Dis-leur que tu ne m'as pas volé un demi-million de dollars. Dis-leur que tu n'as pas falsifié ma signature. Vas-y. Mike m'a regardé, ses yeux grands ouverts d'une terreur pure et sans mélange. Il a regardé notre père. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il était piégé. Et à ce moment-là, il a craqué. Il m'a dit de le faire, a soudainement crié Mike, pointant un doigt tremblant vers notre père. Il m'a dit de le faire. Il a dit que c'était bon. Il a dit qu'elle ne le saurait jamais. C'est juste. C'est juste de l'argent. Elle en a beaucoup. Il m'a aidé à remplir les demandes de prêt. Il a dit que c'était un financement intelligent. La pièce a implosé. Ma mère a poussé un gémissement aigu. Ma tante et mon oncle ont regardé mon père, leurs expressions de jugement se transformant maintenant en des expressions de pure horreur et de dégoût. Mon père, Richard, s'est simplement dégonflé. Le roi était mort. La bravade, l'arrogance, l'autorité, tout s'est vidé de lui, laissant un petit vieil homme pathétique et terrifié dans un fauteuil qu'il ne possédait plus. Il avait été démasqué, non seulement comme un tyran, mais aussi comme un co-conspirateur, un homme raté et jaloux qui avait utilisé son propre fils pour voler sa fille. Toi, a chuchoté mon père en regardant Mike avec venin, toi,
garçon faible et stupide. Et vous, ai-je dit, ma voix résonnant de finalité, vous êtes un voleur, papa. Vous êtes juste un voleur ordinaire et pathétique qui était tellement jaloux du succès de sa fille qu'il préférait la démolir et la voler plutôt que de simplement dire une fois, félicitations au point. J'ai ramassé la copie de l'avis d'expulsion et je l'ai posée proprement sur le rapport d'audit. L'expulsion est maintenue, ai-je dit à la pièce stupéfaite. Vous avez 13 jours pour quitter ma propriété. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, je demanderai au shérif de vous enlever. Je me suis tourné vers ma mère. Maman, tu peux venir avec moi tout de suite. Tu peux le quitter. Je vais t'installer dans un appartement. Je vais prendre soin de toi. Mais si tu restes avec lui, tu fais partie de ça. Tu choisis ça. Ma mère a regardé mon père, ce petit homme brisé. Elle a regardé Mike, qui sanglotait dans le coin. Puis elle m'a regardé, ses yeux remplis d'une nouvelle sorte de haine, une haine pour la personne qui avait forcé le choix. Sors, a-t-elle chuchoté. Sors de ma maison. Ce n'est pas ta maison, maman, ai-je dit, ma voix plus douce maintenant, teintée d'une profonde tristesse. Ça ne l'a jamais été. J'ai refermé ma mallette et je suis sorti de la pièce. Je les ai tous laissés là dans les ruines de la famille qu'ils avaient construite, le silence derrière moi plus lourd et plus définitif que n'importe quelle explosion. La chute n'a pas été un effondrement dramatique et ardent. Ce fut un effondrement lent, silencieux et inévitable. Les 13 jours ont passé. Le 14e jour, comme promis, les adjoints du shérif sont arrivés à la maison de Willow Creek. Mes parents n'étaient pas là. Ils avaient, au milieu de la nuit, déménagé, laissant la maison dans un état de désordre, des meubles renversés, des ordures sur les tapis. Ce fut un dernier acte de défi mesquin. Cela m'a coûté une somme importante pour la faire nettoyer, mais c'était le dernier chèque que j'écrirais jamais pour eux. J'ai mis la maison sur le marché. Elle s'est vendue en une semaine. Richard et Suzanne, comme je l'ai appris plus tard de ma tante, ont emménagé dans un petit appartement de location d'une chambre à 1 heure de là. Le choc de leur nouvelle réalité a été profond. Mon père, dépouillé de son statut, de sa belle maison et de ses adhésions à des clubs, est tombé dans une dépression profonde et silencieuse. Ma mère a été obligée de trouver un emploi pour la première fois depuis 30 ans comme caissière dans une épicerie locale juste pour joindre les deux bouts. Mike, terrifié par les poursuites judiciaires, a disparu. Il a quitté la ville, s'installant quelque part dans l'Ouest et a coupé tout contact avec la famille. La menace de l'audit, la preuve irréfutable de son crime, était un moyen de pression que je n'ai jamais eu à utiliser. Il suffisait qu'il sache qu'il existait. Il passerait le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, et cela, ai-je décidé, était une justice suffisante. La famille élargie, autrefois le cœur loyal de mon père, s'est tue. Ils avaient vu la vérité, et la honte de celle-ci était totale. Tante Carole m'a envoyé un court courriel, je suis tellement désolé, Elina. Nous n'avons jamais su. Je n'ai pas répondu. Pour moi, la vie est devenue calme. Le bourdonnement constant et de faible niveau des exigences et des déceptions de ma famille, un bruit avec lequel j'avais vécu si longtemps que je ne l'avais même pas remarqué, avait finalement disparu. Je suis allé au travail. J'ai vu mes amis. J'ai voyagé. J'ai versé l'argent que j'avais autrefois canalisé dans la fiducie familiale dans des choses qui comptaient. J'ai fondé et financé la bourse d'études Elina Lastneim pour les femmes dans l'estime, un programme spécialement conçu pour soutenir les jeunes femmes brillantes issues de milieux familiaux peu favorables ou difficiles. J'ai rencontré la première promotion de bénéficiaires, 4 jeunes femmes brillantes et ambitieuses avec du feu dans les yeux, et je leur ai dit, votre succès vous appartient. Ne laissez jamais personne vous faire vous sentir petite pour cela. Environ 1 an après l'épreuve de force, j'ai reçu une lettre. Elle venait de ma mère. Ce n'était pas une demande d'argent ou une exigence. C'était juste une lettre. Elle a écrit que mon père était en thérapie. Elle a écrit que son travail était difficile, mais que pour la première fois de sa vie, l'argent qu'elle tenait dans sa main lui appartenait. Elle a écrit 3 mots simples que j'avais attendu toute ma vie d'entendre, je suis tellement désolé. Tu avais raison. J'ai lu la lettre, je l'ai pliée et je l'ai rangée dans un tiroir. C'était un début, un pont fragile et provisoire au-dessus d'un gouffre que je n'avais pas créé, mais que j'avais été forcé de traverser. Je ne l'ai pas appelé. Pas encore. Mais pour la première fois, j'ai pensé que peut-être un jour, je le ferais. Ma vie était la mienne. J'avais construit mes systèmes, je les avais défendus,
puis je les avais reconstruits à partir de zéro. Ma famille avait souhaité que je ne sois pas leur enfant. J'avais accédé à ce souhait, et ce faisant, j'étais enfin devenu ma propre personne. Le château de cartes s'était effondré, et j'étais en paix en me tenant sur les fondations calmes et solides de la vie que j'avais construite pour moi-même.